Bonsoir à tous. Donc moi ce soir je vais vous parler de TypeScript il y aura des gifs de Camelot parce que pourquoi pas. Alors avant de commencer, petit sondage à main levée. Qui parmi vous a au moins entendu parler de TypeScript? Donc si vous utilisez TypeScript ça marche aussi. Ok, donc quasiment tout le monde. Qui utilise TypeScript maintenant? Ok, encore une grosse majorité. Et qui considère TypeScript comme étant sa langue maternelle? Ok. Donc, moi, dans ce talk, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter TypeScript en 3 parties différentes. Mon but, c'est pas vraiment de vous expliquer exactement comment faire du TypeScript. Il y aura quelques indices et quelques petits éléments. Mais c'est surtout de faire comprendre un petit peu à quoi ça sert TypeScript, les différentes manières dont on peut l'utiliser, et surtout ce que ça permet, ce que ça apporte quand on va développer. Ok. Donc partie 1, c'est un petit peu le pour bien commencer TypeScript. Donc vous êtes beaucoup à avoir déjà utilisé TypeScript, donc je ne vais pas vous apprendre grand chose ici. Mais bon, on le refait quand même, c'est sur YouTube, ça peut servir à d'autres gens. Donc à quoi ça sert TypeScript globalement? Pour comprendre ça, j'ai un petit exemple de code ici. Question, est-ce que ce code fonctionne? Il n'y a rien de plus après, hein, c'est juste la fin de la chaîne de caractères. Est-ce que ce code fonctionne? Perdu. Parce que en fait, il y avait un S minuscule ici et il est en majuscule ici. Voilà. Ça arrive quoi. En plus là c'est sur un acronyme et tout, on sait jamais. XML HTTP request pour ceux qui ont la ref. Donc là, l'intérêt de TypeScript, c'est d'analyser le code. TypeScript il fait ce qu'on appelle une analyse statique du code pour identifier des potentielles erreurs. Potentielles erreurs, c'est volontairement assez large. Il y a plein de choses que TypeScript est capable de comprendre, d'analyser. Si je reprends le code de tout à l'heure et que je le donne à TypeScript, ça je peux le faire juste en ayant un .ts au lieu d'un .js, immédiatement TypeScript ici il me sort une grande erreur en me disant attention, ici il y a une variable qui n'existe pas, et il est même assez malin pour me dire t'es sûr que tu ne veux pas plutôt cette variable là qui elle existe à la place. Donc ça c'est ce que permet de faire TypeScript. Par contre il y a une chose à bien garder en tête, c'est que TypeScript il n'exécute pas votre code. C'est pas du tout la même chose. TypeScript il fait que lire et essayer de comprendre. Ce que ça veut dire, c'est que ce code-là, qui est de manière assez évidente une boucle infinie et va complètement cracher si on l'exécute, TypeScript, il n'a aucun problème avec ça. Ça permet aussi de voir un petit peu les limites de TypeScript, qui est que il ne détecte pas toutes les erreurs, il détecte certaines erreurs. Une boucle infinie, par exemple, TypeScript, il ne va jamais vous dire c'est une erreur. Donc pour l'instant, je vous ai montré ce que TypeScript était capable de faire avec juste du JavaScript, le JavaScript standard. Le problème, c'est que la syntaxe JavaScript, elle a certaines limites pour analyser et comprendre ce que fait le code. Ici, en l'occurrence, j'ai une variable price que j'initialise à 42, et selon un événement aléatoire, ici une chance sur 2, je vais dire que en fait, c'est gratuit aujourd'hui. Le truc, c'est que là, TypeScript, il n'est pas content. Il n'est pas content parce que quand on a fait ça, lui, il a dit price, c'est un nombre. Et donc maintenant, dès qu'on essaye de mettre autre chose dedans, il nous dit tu ne peux pas mettre une chaîne de caractères dans un nombre, c'est pas compatible. Ici, en l'occurrence, il n'y a pas d'erreur dans mon code. C'est bien ça que je voulais faire. C'est juste TypeScript qui ne comprend pas mon intention, il ne comprend pas ce que j'essaye de réaliser. Donc la solution que TypeScript propose pour ça, il y en aurait d'autres, mais celle que propose TypeScript, c'est d'utiliser des annotations. Donc les annotations, c'est un format, une écriture particulière qu'on va rajouter dans notre code et qui va permettre de donner de l'information à TypeScript là où il en manque potentiellement. Ici, en l'occurrence, avec ce 2 points, je vais pouvoir indiquer à TypeScript le type de ma variable en disant que c'est soit un nombre, soit une chaîne de caractères. Le pipe ici, il fait un OU. Et donc on va dire que c'est l'un ou l'autre. Donc là, il n'a pas de problème quand on lui donne un nombre, il n'a pas de problème non plus quand on lui donne une chaîne de caractères, et là, j'ai plus d'erreur. TypeScript, il a correctement compris mon code. Alors par contre, si j'essaye de lui mettre autre chose, il va quand même me mettre une erreur. On n'a pas juste ignoré le truc, on a vraiment exprimé que c'est soit un nombre, soit une chaîne de caractères. Problème, c'est que maintenant, ce code n'est plus du JavaScript valide. Si on essaye d'exécuter ce morceau de code, on a une erreur de syntaxe parce que les 2 points, ça n'existe pas en JavaScript. C'est pas un truc qui fonctionne en JavaScript. Et donc, quand on fait du TypeScript, il y a une petite contrainte qu'on va avoir, c'est qu'on va devoir faire ce qu'on appelle une étape de compilation. Donc, avant de pouvoir exécuter notre code, il va falloir enlever toutes ces syntaxes additionnelles qu'on avait rajoutées pour faire comprendre notre code à TypeScript. Donc, le schéma, c'est on rajoute nos annotations dans le code, en TypeScript, on demande à TypeScript de trouver les potentielles erreurs, on enlève les annotations qu'on avait ajoutées pour avoir du JavaScript valide et on l'exécute. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail sur comment on fait ça, parce que déjà aujourd'hui c'est assez simple, il y a plein d'outils
qui peuvent le faire, et surtout il y a plein de choses qui le font quasiment par défaut, on s'en rend même pas compte, et aussi parce que c'est pas le sujet et qu'on va pas y passer des heures. Mais voilà, il faut juste savoir que si vous faites du TypeScript, il y a une petite étape en plus, un petit setup à gérer pour que le TypeScript puisse être exécuté. Alors, quelques exemples de syntaxe de ce qu'on va faire avec les quelques typages de base, hein, vraiment les choses les plus simples de TypeScript. Donc, on a vu déjà qu'on pouvait donner un type à une variable avec la syntaxe de points ici. On peut indiquer, en termes de type, on a des choses, les types primitifs qui sont disponibles. On a des nombres, des chaînes de caractères, des booléens. On a aussi des types pour null et undefined qui sont compris par TypeScript. On va pouvoir typer les paramètres d'une fonction. On va pouvoir typer le retour d'une fonction et on va pouvoir également typer des tableaux, ici avec cette petite syntaxe de à la suite d'un type, je vais donner un double crochet ici qui va dire je veux un tableau de nombres. Alors, encore une fois, ici, si j'essaye de mettre autre chose qu'un nombre, j'ai une erreur en disant attention, ici, tu ne peux pas mettre une chaîne de caractères dans un tableau de nombres, ça ne correspond pas à ce que tu avais dit. Ensuite, on va pouvoir représenter des types correspondant à des objets. Donc là, on va utiliser une interface, un mot-clé interface. On va donner un nom pour se repérer, pouvoir nommer les choses, c'est plutôt pratique. Et ensuite, on va préciser les propriétés et le type de ces propriétés. Une fois qu'on a fait ça, person ici, ça devient un type, de la même manière que number et string étaient des types tout à l'heure. Et donc, je vais pouvoir l'utiliser pour typer n'importe quelle variable, ici un objet. Si j'oublie une propriété, je vais avoir une erreur. Si je fais une typo dans le nom de ma propriété, je vais avoir une erreur. Si j'essaye de mettre ici autre chose qu'une chaîne de caractères, je vais avoir une erreur. Donc là, on a le TypeScript qui comprend ce qu'on a essayé de faire et qui est capable de nous donner des erreurs potentielles. Alors, un petit truc en plus, c'est que dans TypeScript, on a un joker, c'est un type qui s'appelle any. Le type any, c'est un type qui est compatible avec n'importe quoi, et n'importe quoi est compatible avec any. Autrement dit, vous perdez tout l'intérêt de TypeScript quand vous utilisez le type any. Mais c'est quand même bien pratique, parce que des fois, on va se retrouver face à du code qui est un petit peu trop difficile à typer. Et donc, plutôt que d'être bloqué, on peut mettre un any et dire c'est pas grave, on perd un peu l'avantage qu'on avait avec TypeScript, mais il y a des gens qui développent juste en JavaScript, donc a priori c'est quand même possible. Juste ce morceau de code-là, on va devoir le mettre de côté, mais ça permet de continuer et de ne pas être bloqué. Petit exemple de à quoi ça ressemble du code TypeScript avec ces types de base, quand on démarre un peu avec TypeScript. Ici, j'ai un petit bout de code, donc c'est un algorithme de tree count, donc on a des utilisateurs ici qui ont chacun un nom et puis une liste de dépenses, et ça me retourne en fait un tree count result qui va me dire pour chaque utilisateur quelle est la différence, donc combien il a dépensé en trop ou pas assez, combien il doit au groupe. On n'essaye pas de savoir qui rembourse qui ici. Et donc ici, on voit qu'en termes de typage, c'est en fait assez léger. On a un typage au niveau des paramètres de ma fonction qui prend une liste d'objets user. On a un type au niveau du retour de ma fonction qui est un liste d'objets tree-count-result. On a quelques variables ici qui sont typées, notamment avec des tableaux. On en a un deuxième ici. Et tout le reste, c'est juste du JavaScript. La petite particularité ici, et contrairement à si j'avais juste fait du JavaScript, partout ici, TypeScript il comprend ce que je suis en train de faire, il a une compréhension de mon code, et donc si j'enlève n'importe quel caractère un peu n'importe où, il va forcément me mettre une erreur en disant non, tu es en train de faire un truc qui ne va pas. Un autre truc qui est intéressant avec TypeScript, c'est comme il comprend tout ce qu'il y a, c'est assez facile de poser la question de qu'est-ce que j'ai de disponible par exemple dans cet objet. Ici, il va m'auto-compléter automatiquement les deux propriétés qui sont disponibles. Je n'ai pas besoin d'aller voir où est-ce que j'ai initialisé mon user, qu'est-ce que j'avais mis comme propriété, suivre partout où on l'a passé, ou lancer mon code, faire un console.log pour savoir ce qu'il y a dedans. Ici, juste avec mon éditeur, il est capable de comprendre ce qu'il y a dedans. Alors, une petite parenthèse, ça vous vous dites peut-être, oui, moi mon JavaScript, il me le fait aussi. En fait, votre JavaScript, il ment un petit peu. Si vous utilisez VS Code, par exemple, il exécute TypeScript, quoi qu'il arrive, JS ou TS, tout confondu. Et c'est TypeScript qui va faire fonctionner toutes les fonctionnalités d'autocomplétion, de commande-click, etc. Toutes les fonctionnalités de la compréhension du JavaScript sont en fait derrière faites par TypeScript. Hop, et puis pour finir, en bas, ici, j'ai mes différentes interfaces que j'ai déclarées. On peut les mettre en haut, en bas, on s'en fiche, c'est pas l'important. Mais voilà, ici, j'ai différents types. C'est, encore une fois, relativement simple, relativement facile à comprendre. Ça va? A priori, vous connaissez TypeScript, donc personne n'est trop perdu. Donc, petit récap de cette première partie là. Pour bien commencer avec TypeScript, en fait,
la barre, elle n'est pas très haute. Il n'y a pas énormément de choses. On va commencer avec quelques types et syntaxes de base. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Un any pour pouvoir ignorer tous les cas un peu tricky où on n'est pas sûr, hop, on bypass le truc. Et pour le reste, on va se retrouver avec du JavaScript qui a quelques annotations par-ci par-là. Mais par contre, on va avoir une énorme valeur ajoutée parce qu'on va tout de suite avoir toutes les fautes de frappe qui vont être captées quasiment immédiatement, la majorité de l'autocomplétion qui va être bien meilleure, etc. C'est avec du code qui va être vraiment facile à écrire, facile à comprendre, assez facile à modifier. On a vraiment, c'est un tout petit pas par rapport à du JavaScript. Et on va pouvoir couvrir, franchement, la grande majorité du code qu'on écrit dans une application, du code métier, ce qu'on fait tous les jours en tant que développeur. La grande majorité du code, c'est ce genre de complexité, où on va avoir quelques types qui se baladent par-ci par-là, principalement autour des fonctions. Typer les fonctions d'une application, ça permet de quasiment tout typer d'un coup. En fait, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire après ça. Alors, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, mais on peut quand même faire des choses. Hein. Et donc, on va voir un petit peu dans cette partie 2 comment on peut aller un petit peu plus loin. Et notamment, ce qu'on va voir, c'est comment on fait pour typer les 10% restants qu'on a mentionnés tout à l'heure. Ce que ça va permettre, hein, pour aller plus loin dans TypeScript, les choses que ça va permettre notamment, c'est d'éviter un petit peu des répétitions au niveau de type. On va voir un petit exemple tout à l'heure. Et ça va aussi enlever les trous dans la raquette qu'on avait mis tout à l'heure avec nos any, là, où il y a des fois où on se dit, hop, c'est compliqué, je mets pas de typage. Un des problèmes, hein, c'est que souvent, quand le code est compliqué, c'est là qu'il y a des bugs. Donc mettre des any sur ces morceaux de code-là, c'est parfois quand même un peu problématique. Et souvent, on veut avoir un peu de choses à ce niveau-là. Voilà, donc globalement, on va essayer d'aller typer ce code un petit peu plus complexe avec des syntaxes du coup aussi un petit peu plus avancées. Alors, à partir de maintenant, je ne vais plus vraiment me focaliser sur comment on écrit le code TypeScript. Donc, comment on fait ce code un peu plus compliqué, ce n'est pas le sujet, parce que c'est un peu plus compliqué et que je ne veux pas juste vous balancer des grandes syntaxes incompréhensibles à la tête. À la place, je vais plutôt vous montrer ce qu'on peut faire, ce que ça permet de réaliser. Si vous voulez, vous aurez le code des slides, donc si vous voulez voir comment ça a été fait derrière, vous pourrez le voir après. Mais voilà, je vais juste me focaliser sur comment on fait pour utiliser le résultat, ce que ça apporte, et pas tant sur comment on le fait l'implémentation. Donc, premier exemple, j'ai une API ici, donc j'ai une fonction qui s'appelle API, je vais vouloir l'appeler, elle me donne différents objets, et ce que me retourne cette API, hein, c'est un objet à chaque fois avec un response time qui me dit combien de temps ça a mis, un API version qui me dit c'est quoi la version de l'API qui est utilisée, et des data. Et donc là, moi j'ai deux URL différentes, hein, j'ai un /post et un /user, et donc j'ai créé deux interfaces différentes, une pour user response et une pour post response. Le problème ici, c'est que je me répète, hein, c'est un petit peu laborieux. Là, j'ai que deux URL d'API, potentiellement j'en ai beaucoup plus, et si je dois copier-coller mon response time et API version à chaque fois, ça va vite être laborieux. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, ici j'ai une deuxième version d'API, je ne vous montre pas comment elle est faite, mais cette fonction d'API, elle est un petit peu particulière, puisqu'on peut lui envoyer, en plus des paramètres JavaScript classiques, donc ici l'URL que je veux appeler, on va pouvoir lui donner ce qu'on appelle un type générique, donc je vais lui donner un type en plus de lui donner un paramètre. Ici, en l'occurrence, je lui donne un type qui correspond à ma data, ce que je vais récupérer, et là, automatiquement, cette fonction-là, elle va me retourner un objet qui s'appelle API response de user, et si je vais voir dans ce user response.data, ici, j'ai un objet user automatiquement. Donc là, dès que j'appelle mon API, je lui donne le type de ma data, et il s'occupe tout seul, un petit peu par magie, de rajouter ces propriétés de API version et response time et de mettre la donnée dans le point data. On n'a rien à faire de plus. Si je change ici et que je dis, en fait, ici, ça me donne des posts et que j'essaye ensuite d'accéder à cet objet-là, dans post-response.data, ici, il va me dire .map, etc. parce que ici, en fait, j'ai un tableau et si je sélectionne l'élément 0, hop, là, j'ai le body, l'id et le title de mon premier post. Alors, quand même, je vous montre rapidement comment ça marche derrière. Vous allez voir que, surtout ce que je vais vous montrer, c'est que ce n'est pas non plus hyper compliqué. Il y a un petit peu plus de syntaxe. On voit la syntaxe au niveau de la fonction. Ici, on a un type un peu bizarre. Mais globalement, on n'est pas encore dans des trucs complètement farfelus. Mais on commence déjà à avoir des choses un petit peu plus difficiles à analyser. Un développeur junior qui tomberait là-dessus, il va peut-être faire un tout petit peu la gueule, quoi. Il ne va pas forcément comprendre direct ce qui se passe. Donc ça, c'est une première version, mais on peut faire mieux que ça. Puisque, en fait,
a priori, à chaque fois que je vais appeler /user, je vais récupérer un user. À chaque fois que je vais appeler /post, je vais récupérer une liste de posts. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut en fait directement implémenter dans l'API. Ici, j'ai une nouvelle version de ma fonction API. Si je lui passe n'importe quoi ici, j'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? Parce qu'en fait, cette fonction, elle n'accède pas n'importe quelle chaîne de caractères. Elle attend uniquement un /post ou un /user. C'est les deux seules valeurs que j'ai le droit de lui donner. Si je lui donne un /post, bah, je vais obtenir un data qui est une liste de posts. Par contre, si je lui donne un /user à la place, je vais obtenir ici un user. Et donc, automatiquement, selon l'URL, le chemin que je vais lui passer, il va automatiquement trouver ce qu'on doit obtenir comme résultat. Donc là, pour le coup, si je vous montre l'implémentation, c'est déjà un petit peu plus velu. Il y a d'autres syntaxes encore qu'on n'a pas vraiment vu jusque-là, notamment ce genre de truc là. On a ici un extend keyoff ici, donc ça c'est des trucs voilà, un tout petit peu plus complexes. C'est rien d'insurmontable, hein. Si vous prenez le temps, vous pourrez assez facilement comprendre, etc. Il y a plein de ressources qui existent qui permettent d'apprendre ça. Mais voilà, on est sur des constructions un petit peu plus complexes qui permettent de faire ce genre de truc un peu magique du point de vue de l'usage, où bah, déjà je ne peux plus faire d'erreur sur l'URL, je ne peux plus faire d'erreur sur la valeur de retour. On bloque vraiment tout ça. À noter hein, que ici, la relation entre quelle URL donne quelle donnée, elle est matérialisée ici dans une interface. Et donc là, si je voulais rajouter une nouvelle interface, je ne sais pas, /task, bah, je pourrais faire comme ça, donner un truc, on va dire que ça renvoie juste un booléen, et avoir comme ça une nouvelle route autorisée, une nouvelle URL dans mon API. Hop. Ça va toujours ? Hop. Ok, donc cette partie 2, ce qu'elle permet de faire, c'est d'aller, on l'a vu, typer ces 10% restants un petit peu dans le code métier, d'aller chercher cette petite complexité en plus. Elle va permettre de réduire pas mal la répétition, de réduire pas mal des choses qui souvent sont un petit peu laborieux à écrire. On va se retrouver à faire toujours des types ou avec beaucoup de propriétés. On va pouvoir un petit peu réduire ça en mettant plus de logique côté TypeScript. C'est du code qui par contre va être un petit peu plus dur à éditer, à créer, à maintenir. Mais dans une équipe de développeurs, on n'a pas besoin d'avoir tout le monde qui est capable d'éditer la fonction API. Hein. Il suffit d'un ou deux développeurs un petit peu plus experts sur TypeScript pour que ce soit largement suffisant. Et même un développeur un peu plus avancé, honnêtement, c'est des fonctions qu'on va toucher une fois tous les 2 mois. C'est assez rare au final de manipuler ces types-là dans le code métier en tout cas. Mais voilà, ça permet d'aller chercher cet extra mile, la dernière petite étape pour avoir du code qui va être vraiment beaucoup plus safe et ce qu'on va appeler du 100%, du type coverage complet, c'est-à-dire que toute information, tout code JavaScript, TypeScript a une compréhension de ce que c'est derrière et est capable de valider et de vous donner, de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dessus. Ok. Une micro-pause, excusez-moi ma gourde. Troisième niveau, on va voir comment faire pour obtenir votre certificat de magicien TypeScript. Pour ça, globalement, ce qu'il va falloir faire, c'est écrire des types pour une librairie qu'on va publier sur NPM par exemple, où globalement, ça va être les mêmes outils, la même logique que ce qu'on a vu dans la partie d'avant. La différence, c'est qu'une librairie, c'est souvent plus de code, et surtout, c'est plus générique. On va avoir du code qui est censé fonctionner dans plein de situations, et surtout, on n'a pas la situation sous la main. Quand j'écris une librairie de routing, je ne connais pas les routes qui vont être utilisées, puisque c'est le principe, je donne la librairie à quelqu'un qui crée ces routes. Et donc, on va devoir s'adapter à ce côté très générique, et ça va faire du code qui souvent va devenir beaucoup plus complexe au niveau du typage. Par contre, ce que ça permet de faire derrière, c'est un résultat qui est un petit peu magique, puisqu'on va quasiment éliminer complètement le typage côté utilisateur, côté développeur qui utilise la librairie. On va avoir un truc qui ressemble juste à du JavaScript, pourtant derrière, tout va être un peu comme par magie, correctement typé. Donc pour ça, j'ai 2 exemples. Le premier, c'est une librairie qui s'appelle Valibot, qui est une très bonne librairie si vous voulez chercher un truc pour faire de la validation de données. Valibot, le principe, c'est qu'on va déclarer un schéma, donc on déclare un petit peu ce qu'on attend comme objet. Si vous avez déjà utilisé Yup, il fait un petit peu la même chose. La différence, c'est que Valibot, c'est une librairie qui a vraiment été faite
pour TypeScript, avec TypeScript in mind. C'est vraiment, la librairie elle était construite pour ça. Et donc on a une API qui permet de construire comme ça un schéma de validation. On va donner quelques propriétés. Alors ici j'ai donné des propriétés assez simples, mais on peut faire des choses plus complexes. Par exemple, on a des v.email pour valider un email, on a des choses comme ça. Donc on va pouvoir valider un petit peu tout et n'importe quoi. Et ensuite on a une fonction v.parse. Ici on lui donne notre schéma, des données, qui du coup peuvent être n'importe quoi. Hein. Ici pour le coup c'est un cas d'usage du any qui est assez correct, hein, puisque on ne sait vraiment pas ces données ce que c'est, elles sont unsafe, on considère que on n'y touche pas tant qu'on n'a pas validé. Donc ça peut venir soit d'une API, on n'a pas trop confiance, on ne sait pas bien si ça ne va pas changer du jour au lendemain, soit un truc fourni par l'utilisateur, hein, je lui demande de coller une configuration JSON que j'essaye de valider. Bon, je ne veux pas juste lire cette configuration et lui donner un type, parce que si à l'exécution on me donne autre chose, ça va foirer. Je veux valider, vérifier qu'il a réellement bien fourni ce que j'attends. Donc là, si je regarde mon type user, on va voir qu'il a automatiquement un type d'objet avec email, string ou nul, ID, number, etc. En fait, on a automatiquement un type qui correspond à ce qu'on a validé. Et ça, c'est parce que quand on fait un v.number, si je regarde un petit peu le typage de ce truc-là, on voit que c'est des types qui sont un petit peu complexes. Si on regarde au niveau de l'objet, on va avoir des trucs encore plus complexes. Tout ça là, on dirait pas, mais c'est du typage. Hein. Et donc en fait, ce que fait Valibot, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va utiliser, qu'on va déclarer notre schéma, lui, il va emmagasiner de l'information sur ce qu'on essaye de faire. Il va emmagasiner l'information qu'au niveau de ID, on a ce number qui a été utilisé, qui lui-même va valider un nombre derrière. Et donc, il va agréger tout ça, le stocker au niveau des types. Et quand on va donner cette fonction, cette donnée-là à la fonction parse, il va automatiquement aller extraire cette info-là pour aller trouver que le résultat de ça, c'est un email, un ID, etc. À noter que cette fonction parse, hein, si le schéma n'est pas valide, ou plutôt si la donnée ne correspond pas au schéma, elle va throw une erreur. Hein, donc cette fonction, elle ne peut jamais retourner une valeur si le schéma n'est pas valide. Donc là, ici, j'aurai jamais d'erreur. Par exemple, sur ce user edge to fixed, il n'y a aucun monde dans lequel ça échoue. Ça peut échouer, et il faut gérer les erreurs potentiellement. Il y a d'autres manières hein, de parser. On peut lui demander de ne pas juste péter une erreur, mais de donner l'erreur directement ou faire des choses comme ça. Mais surtout, une fois que le parsing est passé, j'ai la garantie que ça va être le bon type ici. Si par contre je lui dis par exemple que mon âge ici, je le mets dans un v.nullable qui me permet de dire que c'est potentiellement nul, hop, automatiquement il me dit attention, tu ne peux pas faire un toFixed sur un objet qui peut être nul, il peut ne pas l'être, mais s'il est nul ça va être une erreur, et donc il me le dit ici, et donc c'est là qu'on peut par exemple utiliser des trucs, des syntaxes de optional chaining, mais voilà, en tout cas, on a cette information qui est automatiquement gérée à ce niveau-là. Un autre truc que permet de faire Valibot, c'est qu'on peut extraire, à partir du schéma qu'on a défini ici, on peut extraire directement un type qu'on va pouvoir réutiliser partout dans notre application. Plutôt que de devoir écrire d'un côté mon schéma de validation et puis le type que ça va retourner avec, dire j'ai une interface user avec ID, number, etc. Non seulement ça va être un peu laborieux, mais en plus il va falloir maintenir et s'assurer que les deux sont toujours à jour et correspondent bien. Avec Valibot, on va avoir un type un petit peu spécial qui s'appelle inferOutput. On lui donne le type de user schéma. Donc là, c'est une syntaxe un petit peu avancée, mais en vrai, ça va assez vite de maîtriser celle-là. On lui donne le type de notre schéma et automatiquement, il nous donne un type ici user. Et donc ça veut dire que derrière, je peux avoir, s'il veut bien scroller ici, on a les différentes propriétés. Et ça veut dire que si derrière, je fais une fonction log user, je peux lui donner un user de type user. Et quand ensuite, je vais aller appeler mon log user ici, avec mon user, tout se passe bien, il comprend que ça match, c'est bien les mêmes types et tout fonctionne. Si c'était différent, si c'était pas les mêmes types, il m'aurait mis une erreur. Mais voilà, on n'a pas besoin de redéfinir les choses dans notre application. On va gagner comme ça en typage. Alors le deuxième exemple que j'ai, c'est une autopromo, puisque c'est une librairie que j'ai créée qui s'appelle ZenDB, qui est un query builder pour SQLite. Donc SQLite, c'est une base de données embarquée, hein. Globalement c'est une base de données SQL, mais toute la donnée est stockée dans un fichier. Et donc on fait des requêtes SQL pour interagir avec cette base de données. Et donc moi j'ai un outil qui permet de construire ces requêtes SQL, mais en ayant de la type safety derrière. Et donc là pour le coup c'est une API un peu comme Valibot a priori, que j'ai fait 100% avec TypeScript en tête. La librairie est codée en TypeScript, mais surtout faite pour fonctionner avec TypeScript et pour fournir un typage au maximum. Et donc, par exemple, il y a une partie des designs
de l'API, de comment fonctionne l'API, qui sont impactés par ça. Il y a des choses en TypeScript qui sont plus faciles que d'autres, et donc on va aller vers ces choses-là automatiquement. Ça va un petit peu donner une direction pour que derrière, ça soit 100% type-safe. Donc, je vous montre un petit peu la librairie, comment elle fonctionne. La première étape, c'est de définir un schéma de base de données. Alors, rien à voir avec le schéma tout à l'heure de validation, c'est juste, là, on va définir les tables et les colonnes qu'on a dans notre base de données. Donc, pour ça, on a une fonction qui s'appelle declare_many. On lui donne un objet avec une propriété par table, et chaque table, c'est un objet avec des colonnes. Ici, j'ai un petit outil qui permet d'indiquer les différents types de mes colonnes. Donc, je peux lui donner du texte, je peux lui donner des booléens, je peux lui donner aussi des dates. Hop, j'en ai une ici. Voilà. Donc, je mets mes différentes propriétés. On voit que j'ai un point nullable aussi qui me permet d'indiquer que cette colonne, elle peut être nulle. J'ai inversé par rapport au SQL de base. Normalement, SQL, on dit not null. Je trouve ça insupportable, quoi. Pardon ? Ça, donc NanoID, c'est une petite librairie qui génère un ID aléatoire. Donc là, ici, on donne une valeur par défaut à mon ID en disant, par défaut, quand on crée un nouvel user, je veux un ID aléatoire. Donc là, c'est juste du JavaScript, il n'y a pas de syntaxe de TypeScript ici, c'est juste du JS, mais derrière, c'est pareil, comme tout à l'heure. Si je regarde des types, on voit que déjà, c'est pas non plus juste, c'est pas un truc tout simple, on voit qu'il y a des types un peu génériques, et si je regarde mon type de schéma ici, ça c'est le typage, et on voit que TypeScript, il y a des endroits où il dit, c'est trop long, j'abandonne, démerde-toi. Donc, on voit que c'est pareil, il a emmagasiné un peu une information de type dans cet objet-là. Et ça, ce que ça va permettre, c'est ensuite de faire des choses intéressantes quand on va vouloir utiliser ce truc-là. Donc, pour que la librairie elle marche, il faut initialiser une base de données. Je ne montre pas, ce n'est pas le sujet. Mais ensuite, sur cette base de données, on a une fonction exec qui permet d'exécuter des opérations qu'on va venir construire à partir du schéma qu'on a défini tout à l'heure. C'est le même objet ici qui est exporté. Je prends mon schéma et je vais avoir des choses que je peux faire dessus. Ici, en l'occurrence, je veux insérer un nouvel utilisateur. Donc, je fais schéma.user, j'ai une fonction insert qui prend en paramètre un objet avec les différentes propriétés. Ce qui est important ici, c'est que TypeScript il va automatiquement comprendre quelles sont les propriétés, qu'est-ce qui est attendu. Par exemple, si j'essaye de donner une valeur ici qui n'est pas une date à updateDate, c'est une erreur. Si j'oublie updateDate, j'ai une erreur. Par contre, vous voyez que je n'ai pas fourni d'ID. Ça, c'est parce que le default value, il fait qu'il y aura un ID de toute façon, donc c'est pas la peine de le mettre. Par contre, on peut le donner si besoin, en lui donnant une chaîne de caractères. Si j'essaye de lui donner autre chose qu'une chaîne de caractères, c'est une erreur. Donc là, on voit déjà un premier cas qui est un peu intéressant, où on va pouvoir aller automatiquement valider ce qu'on envoie, automatiquement créer nos nouveaux objets. J'ai toujours pas fait de TypeScript, au fait, j'ai toujours fait juste du JavaScript, sauf qu'on a une compréhension de ce qu'il y a à l'intérieur, et donc on a un truc qui est typé derrière. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ma librairie, elle fait un peu plus que juste créer une requête SQL, notamment par exemple les booléens, ça n'existe pas dans SQLite, c'est étonnant, mais il n'y a pas de booléens dans SQLite puisqu'il y a des nombres. Donc 0 c'est false et puis 1 c'est true. Et donc moi la librairie par-dessus, quand on lui donne un booléen, ici elle va faire la petite transformation à l'aller et au retour pour que en base de données c'est un 0 ou un 1 qui est stocké, mais moi dans mon code, ce que je manipule c'est un vrai booléen JavaScript. Pareil pour les dates, les dates derrière ça le stocke en format chaîne de caractères, et donc moi je le récupère, ça le parse automatiquement au format date. Donc ça c'était pour un insert, mais honnêtement typer un insert c'est pas très compliqué, notamment parce que l'objet qu'on insère a toujours la même forme, c'est pas encore quelque chose qui va être trop difficile à faire. Là où par contre on va s'amuser un petit peu plus, c'est quand on va vouloir aller faire un select, puisque un select en SQL, il y a plein de manières de le faire, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc ma librairie pour faire un select, le fonctionnement c'est qu'on va appeler .query, qui prend aucun paramètre, c'est juste pour initialiser une query. Et ensuite on a une fonction .all qui permet de terminer la query, de dire c'est bon, donne-moi la vraie requête SQL, et je veux toutes les lignes en l'occurrence. On a d'autres fonctionnalités ici qui sont autocomplete. On peut par exemple faire un one si on veut une seule réponse, ça va retourner une erreur si jamais il y a 0 réponse. On a un maybe one si on veut peut-être une mais on accepte qu'il n'y en ait pas. Et après il y a aussi first et maybe first qui font un petit peu la même chose, mais en prenant la première, un seul résultat. S'il y en a plus, c'est pas grave, alors que le one il va envoyer une erreur s'il y en a plus qu'un. Donc ici, ce qu'on a en fait, une fois qu'on a fait le point query, on va avoir plein de fonctions qui vont être disponibles ici.
vous voyez qu'il y a plein de fonctions qui vont permettre de construire petit à petit la requête. Donc ça, typiquement, c'est une décision d'API, de design d'API, qui est directement liée à ce qu'on peut faire en TypeScript, et notamment ce pattern qu'on appelle de builder, souvent. On va avoir un objet sur lequel on appelle une fonction qui retourne le même objet, où on peut appeler comme ça des fonctions à la chaîne. C'est quelque chose qui est qui permet de faire des typages assez puissants, parce qu'à chaque fois qu'on appelle la fonction, on va pouvoir modifier un petit peu les types de l'objet qui est retourné, et donc construire comme ça, de manière séquentielle, un type qui permet de faire des choses assez intéressantes. Donc un truc par exemple que je peux faire, c'est faire un nFilterEqual, qui va permettre d'aller filtrer mes données, ça va faire un where derrière en SQL, pour aller lui dire que je veux filtrer certaines valeurs. Si j'essaye ici d'autocomplete, on voit qu'automatiquement il comprend que je suis en train de filtrer sur un user, et donc j'ai ces propriétés-là qui sont disponibles, et donc je peux par exemple lui dire que je veux filtrer sur un email. Si je lui donne true, il va me dire non, un email true ça n'existe pas, c'est des chaînes de caractères, et donc ici il faudrait que je fasse un a@b.com, par exemple. Donc là déjà, on a un truc qui devient un petit peu plus complexe, puisqu'il faut aller chercher à partir de ma déclaration ici, les différents types pour les fournir, sachant qu'il faut les rendre optionnels, je ne suis pas obligé de tous les mettre. On a des choses un petit peu plus compliquées. Là où ça devient vraiment rigolo, c'est quand on fait un select. Donc par défaut, si je ne fais rien, ce qu'on va avoir ici en résultat, c'est, et je scrolle un petit peu, c'est, on voit mon objet queryResult, il est typé comme un objet. Alors attention, en fait c'est un tableau. Faut bien scroller tout en bas, mais c'est bien un tableau, c'est un tableau d'objets, et chacun de ces objets possède toutes les propriétés de mon user. Donc là on voit qu'il a juste ressorti les mêmes types que ce qu'on avait dans le insert par exemple, c'est la même chose, parce qu'il va aller chercher toutes les lignes dans mon objet. Si par contre je veux aller chercher d'autres propriétés, je vais pouvoir aller faire un select pour dire je veux changer ce que je récupère, et là je vais lui donner une fonction en paramètre. Cette fonction elle va retourner un objet. Si je donne un objet vide en résultat ici, ce que j'obtiens, c'est un tableau d'objets vides, tout simplement, puisque j'ai rien sélectionné. Alors en SQL, en vrai, ça ne va pas marcher, et ici, je ne sais plus si la librairie, elle va mettre une erreur ou pas, parce que select rien, ça ne marche pas, mais ce n'est pas un cas qu'on va croiser vraiment souvent. Par contre, là, ce que j'ai, c'est cette variable C, ici, qui est fournie par la librairie, c'est toutes les colonnes qui sont disponibles, les colonnes que je peux sélectionner, et donc, je peux faire, par exemple, dire user, c.user. Donc là, juste pardon, c'est pas user que je voulais, c'est un name plutôt. Hop, je peux dire name, c'est c.name. Donc là, je suis allé récupérer le name, et dans le résultat de ma requête, j'ai bien un objet avec juste le name, et ça me donnait un tableau, parce qu'on est toujours en train de récupérer tous les objets. Derrière, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer une requête SQL qui dit select name from user, where email égale à @b.com, et me retourner le résultat en question. Donc là, ça veut dire que je peux renommer des requêtes. Par exemple, je peux dire update et dire que c'est c.updateDate. Je peux renommer mes propriétés comme ça. Si je fais ça, le résultat, ce sera un objet avec name et update, et il va aller chercher le type de ma colonne date et automatiquement aller me la mettre à l'intérieur. Hop. Alors, je vous montre pas tout, mais en vrai, on peut faire des choses encore plus intéressantes, puisque cette librairie, en fait, quand on a un objet ici, ça, c'est vraiment une expression qu'on va pouvoir transformer. Donc, on peut faire, par exemple, des ou, des or, appeler des fonctions SQL, etc. On peut faire plein de transformations là-dessus, mais je ne veux pas trop rentrer dans le détail là-dessus. Donc, on a déjà ici un truc qui est pas tout à fait... qui est un peu complexe. Là où ça devient vraiment rigolo, c'est quand on fait des joins. Donc on peut join de table en SQL, ça permet d'aller par exemple récupérer sur mon user qui a un groupe ID, derrière j'ai une table groupe avec l'ID et surtout le nom de ce groupe. Donc moi je veux aller chercher les utilisateurs et le nom du groupe auquel ils appartiennent. Donc hop, je vais le refaire, j'enlève le code, on va le refaire ensemble. Donc là j'ai un filter, hop, je vais y arriver. Pour l'instant, j'ai mon filter equal là, parce que je veux chercher un utilisateur en particulier, et je fais mon point one, ça c'est juste histoire que ce soit plus simple de voir le type de retour, mais en gros, ça va juste pas retourner un tableau, ça va retourner un seul élément. Donc là-dessus, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire un point inner join. Donc j'ai deux joins qui sont possibles, je peux faire un inner join et un left join.
La différence, c'est que le inner join, il va enlever toutes les options où le join ne matche pas des deux côtés. Donc ça permet d'enlever toutes les valeurs nulles. La librairie, elle va comprendre ça, je vous montrerai après. Mais moi, en l'occurrence, ici, je sais que tous mes éléments, ils ont des groupes. Tous mes users ont un groupe. Ou en tout cas, je veux que les users qui ont un groupe. Donc je fais un inner join. Et ensuite, ce qu'on va donner ici en premier paramètre, c'est une autre table sur laquelle on veut faire un join. Donc là, moi, je vais aller chercher dans mon schéma, je vais aller chercher mes groupes, et là, il faut lui passer une query. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut ici faire des choses plus simples, plus complexes que juste la table de base. On peut aller faire des sous-selects dans la table aussi. Encore une fois, je reste sur un truc pas trop compliqué pour l'instant. Le deuxième paramètre qu'on va devoir donner, c'est un alias. Donc c'est le nom sous lequel on va pouvoir référencer cette table dans notre sélection de colonnes notamment. Moi ici, je vais juste l'appeler groupe, mais j'aurais pu l'appeler, on va lui donner un nom différent, par exemple, groupe alias. Le dernier paramètre, c'est une fonction de sur quoi on veut faire le join. Je passe un petit peu rapidement là-dessus parce que c'est un petit peu plus complexe, mais ici on va donner une expression et on veut dire qu'on veut une expression où sont égaux deux valeurs, c.groupID et c.groupalias.id. Ok. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que mon groupe ID, mon groupe alias ici, c'est de là qu'il vient. Si je change le nom ici, j'ai une erreur là, parce qu'il me dit, attention, il n'y a pas de groupe A là-dessus. Sur ce groupe alias, j'ai ID et name. Pourquoi ? Parce que mon groupe, il a deux propriétés, deux colonnes, ID et name. Donc une fois que j'ai fait ça, dans mon select, je vais avoir un petit peu la même logique au niveau de ma variable C, qu'on appelle comme on veut, et je vais pouvoir aller dire, je veux l'ID de l'user, donc ça c'est c.id, hop. Je veux son name, hop, donc c'est c.name, et je veux le group name, et là c'est c.groupalias.name. Si je regarde le résultat de cette requête, c'est un objet avec ID name, ID string, name string, group name string, parce que il sait que toutes ces propriétés en fait sont des chaînes de caractères. Si je vais dans mon schéma et que je dis non en fait mon group name c'est un booléen et que je reviens dans mon join, hop, ici, et que je regarde le résultat de sortie ici, maintenant le group name c'est un booléen. Donc là on comprend, on prend le schéma. On comprend tout ce qui traverse dans notre requête et ce qu'on ressort à la fin est correctement typé. Et là, on commence à avoir des choses vraiment complexes derrière en termes de typage. Pour vous montrer un petit peu, vous donner une idée de à quoi ça ressemble, quoi. On a ce genre de truc. Alors, je suis volontairement allé chercher le morceau le plus velu, quoi. Mais ça, c'est ce qui permet de donner le type du filter equal, donc les propriétés qui sont dedans. Il est complexe, notamment parce que je ne l'ai pas montré. Mais si je prends ici et que je refais un filter equal à ce niveau-là, au niveau des propriétés, hop, je peux aller chercher groupalias.id ou groupalias.name. Donc je peux aller chercher comme ça des sous-propriétés. Donc ça, c'est assez technique à typer. Et donc, on a un type un peu compliqué. Globalement, je pense que la librairie, le code source, il y a quasiment autant de code que de TypeScript, en gros, à peu près, quoi, pour vous donner une idée. Parce que, en fait, il faut faire énormément de transformations, de manipulations de type. Voilà, ça demande un petit peu plus de choses. La contrepartie de ça, c'est que de tout ce que je vous ai montré ici, avec quand même, vous l'avez vu, des flows assez complexes de typage, tout ça c'est du JavaScript. Il n'y a pas une ligne de TypeScript dans toute l'utilisation de la librairie, tout est du JavaScript. C'est juste que il comprend, il n'a pas besoin d'informations supplémentaires, la librairie elle fournit tout ce qu'il faut. Alors dans la pratique, on a quand même souvent besoin de petits trucs de TypeScript par-ci par-là des fois, mais un des avantages d'avoir des librairies très fortement typées comme ça, c'est que ça permet de réduire énormément le TypeScript qu'on va écrire nous au day-to-day. Hop. Donc, petit récap, de cette partie 3, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que créer une librairie vraiment très fortement typée, c'est vraiment le niveau max qu'on peut faire en termes de TypeScript. C'est là qu'on a les typages les plus complexes, mais c'est aussi là où on va faire des choses qui vont avoir un énorme impact sur le code qu'on écrit, puisque une fois qu'on a écrit la librairie, elle est faite, et toutes les utilisations de cette librairie, on va drastiquement réduire et drastiquement réduire la quantité de TypeScript et augmenter souvent la qualité du typage en même temps.
pour faire ce genre de librairie, et toutes les librairies n'ont pas des typages aussi complexes, il y en a qui sont assez faciles, par exemple il y a des librairies de fonctions utilitaires, on va juste avoir une fonction avec un entrée, une sortie, on ne va pas avoir forcément beaucoup de complexité, mais dès qu'on a des choses comme ça, où on a un truc un peu global, on va devoir interagir de plusieurs manières avec la librairie, c'est là qu'on va avoir ce genre de complexité, et dans ces cas-là, souvent on va avoir un design d'API qui va être fortement impacté par ces problématiques de TypeScript. Il y a des librairies, on peut développer des librairies en pure JS et ajouter du TypeScript par-dessus. C'est ce qui se passe notamment quand vous installez des @types/ quelque chose. En gros, c'est une librairie qui est en pure JS et il y a des gens qui ont écrit le typage qui va par-dessus. Souvent, ce genre de typage, on n'a pas des choses très complexes dedans, ou en tout cas, ça reste un peu limité parce que souvent, on est limité par la librairie elle-même qui fait des choses trop dures à représenter. Petit bonus, quand on fait des librairies fortement typées comme ça, on bénéficie aussi au code JavaScript, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, le TypeScript, en fait, il s'exécute même sur le JS, et donc on a du code qui est automatiquement typé. Et dernier petit truc, il y a un mec sur Twitter qui s'appelle Matt Pocock, qui partage beaucoup de trucs sur du typage avancé. Si vous voulez un peu aller voir comment on fait ces trucs-là, je vous conseille de le suivre. C'est fini, merci de votre écoute. Donc pour info, moi je m'appelle Étienne, je suis software engineer chez Collibra. Vous pouvez me suivre sur Twitter, je tweete plus grand chose, mais peut-être que je m'y remettrai un jour. Et dldc.dev/ts si vous voulez aller voir le repo avec les slides et toutes les infos. Merci. Alors du coup, on va prendre quelques questions pour ce soir. Donc, le micro, comme vous le voyez, est très petit. Donc, quand vous l'approchez de votre bouche, n'essayez pas de l'avaler. Vous pouvez vous étouffer avec. Est-ce qu'il y a des questions pour Étienne sur son talk sur TypeScript? Alors moi, c'est le moment où j'en profite pour caler les miennes pendant que les gens réfléchissent. Moi, tu parles du type any que tu utilises à certains moments. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais est-ce que tu utilises maintenant qu'il est apparu en 4.5, je crois, le unknown, ce type utilitaire ou pas du tout? Ouais, en gros, moi, maintenant, en fait, je vais utiliser le unknown quasiment partout pour du type dans le code métier, globalement. Il y a très peu d'endroits où un type any va être justifié, sauf, du coup, quand on fait typiquement, quand on fait des choses qui deviennent trop complexes en TypeScript, ça devient souvent trop complexe et ça vaut pas le coup d'essayer de garder que l'implémentation comprenne. En fait, on va souvent devoir dégrader un peu le typage de la librairie elle-même pour avoir un typage externe qui est de meilleure qualité. Et donc, par exemple, dans ma librairie, il y a plein d'endroits où il y a des as any et il y a des types qui sont forcés. Parce qu'en fait, on fait des choses qui sont un peu différentes et juste on fait attention à ce que le type matche bien avec ce qui ressort. Donc, quand on fait des types très complexes, de manière un petit peu contre-intuitive, souvent l'implémentation elle-même, elle a des any. Et ensuite, effectivement, le type unknown, je vous laisserai regarder ce que c'est si vous ne le connaissez pas, mais c'est vraiment c'est plus safe, on va dire, dans du code métier à utiliser. Est-ce que pendant ma question, il y a eu des questions? Petite question remarque. C'est pas une question, c'est un apport. Pour info, depuis Node 22.6, maintenant on peut exécuter du TypeScript directement avec Node. Voilà, c'est encore en cours de, c'est pas stable et voilà, et il n'y a pas toutes les fonctionnalités propres à TypeScript, mais par contre pour des scripts maison qui vont bien, c'est pratique. Ouais, alors là, en fait, il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont capables d'exécuter du TS. Il faut savoir que tous ces outils-là, en fait, ils planquent juste l'étape de compilation, puisque V8, qui est le moteur JavaScript, il ne supporte pas le TypeScript. Et donc, en fait, ils ont juste une étape intermédiaire de dès qu'ils trouvent un fichier, ils virent le TypeScript avant de le filer à V8. Et donc, mais effectivement, Node, ils commencent à regarder, à le mettre en place. Après, il y a des sujets de moteur pur TypeScript qui sont en cours aussi, où il n'y a pas de transpilation et on essaie d'exécuter, mais parce que du coup, c'est une transpilation qui est haute, c'est d'essayer de la transpiler vers un langage qui tourne sur la machine. Mais pareil, c'est pour s'amuser le week-end, c'est pas pour la prod. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au talk suivant. Il y a une dernière question. Ce sera la dernière question. Attention, le micro est très petit. Ouais. Ne l'avale pas. J'ai entendu dire que si on utilisait trop de génériques dans son code,
ça pouvait créer un build très loin en TypeScript. Je sais pas si tu as déjà eu ces cas-là. Alors, c'est pas forcément, c'est pas tant trop de générique. Souvent, c'est surtout la complexité des types. En fait, les types, souvent, on va avoir des unions. Donc, on va dire c'est ça ou ça. Et si on fait des transformations sur ce truc-là, potentiellement, on va doubler le nombre d'options. En disant, du coup, maintenant, c'est soit ça ou ça, soit ça ou ça. Et donc là où ça pose problème, c'est quand on commence à avoir trop de types qui font ça. Et on va exploser, en fait, le nombre de types qui vont devoir être stockés en mémoire par TypeScript. Donc ça peut être un problème, effectivement. Il y a certains patterns, il y a certaines manières pour optimiser un petit peu la manière dont TypeScript gère les choses. Et il y a aussi des outils, moi j'ai jamais encore utilisé ces trucs-là, mais il y a des outils pour mesurer les performances de TypeScript uniquement, pour vérifier que les types sont pas trop longs. Sur ce sujet-là, il y a un petit peu un joker qu'on voit un peu de plus en plus. C'est que parfois, plutôt que d'avoir des types très très complexes, ce qu'on va prioriser, c'est d'avoir une étape de génération de types. Donc on va avoir un bout de code qui lit le code et qui génère du code TypeScript qui type le code lui-même. Ça devient un peu méta, mais si vous avez déjà utilisé TanStackRouter par exemple, c'est quelque chose qui fait pas mal. Ou ce que ça apporte, c'est que ça évite justement des types vraiment trop complexes en déplaçant en fait toute une logique côté génération de code. Mais effectivement, la performance des types TypeScript, c'est un peu une question. Il y a certaines librairies qui deviennent, où ça peut être un peu problématique si ça devient trop complexe. Mais par exemple, pour ta librairie que tu présentais, tu as eu ces problématiques, tu as dû l'avoir en tête ou... Non, j'ai pas eu trop de problèmes globalement parce que notamment le pattern de builder est assez puissant et permet d'éviter pas mal d'accumuler de la complexité parce qu'en fait, à chaque fois qu'on appelle une fonction, on remet à zéro, entre guillemets, le type. Donc, j'ai pas eu trop de problèmes avec ça. J'ai eu d'autres librairies que j'ai fait dans le passé où j'ai eu des galères, des trucs comme ça. Mais souvent, on arrive en fait en réécrivant un peu, en changeant la manière dont ça fonctionne, d'améliorer le truc. Là où c'est un peu compliqué, c'est qu'il y a zéro doc sur le sujet, quoi. Donc, vous ne trouverez aucune information. Faut juste aller un peu bidouiller, regarder ce que font les autres et tester et voir ce qui marche, quoi. Il n'y a pas trop de doc sur le sujet pour le coup. C'était la dernière question. Si vous avez d'autres questions pour Étienne qui vous viennent, à la fin, lors de l'apéro, n'hésitez pas à aller le voir et vous pourrez lui poser des questions. Il vous répondra peut-être pas. Mais... Il vous répondra absolument pas. Merci beaucoup, encore une fois.